Je m'appelle Mathilde Saliou et j'ai écrit Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. J'ai écrit Technoféminisme pour deux raisons, à la fois pour une mission de vulgarisation et pour lancer l'alerte, on va dire. Le côté vulgarisation, c'est parce que je voulais aider les gens à mieux comprendre les fondements des grandes questions numériques contemporaines et aussi l'intérêt des grilles de lecture développées par les mouvements pour l'égalité. Et la dimension d'alerte, c'est pour montrer qu'il est possible de comprendre les fondements du monde numérique contemporain et qu'il est très important de s'en saisir toutes et tous en tant que citoyens, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra participer à construire nos futurs numériques qui sont en fait aussi déjà notre présent. Ce que je constate dans le technoféminisme, c'est que les femmes et les minorités sont à la fois discriminées dans les usages, par exemple dans les discussions qu'on a en ligne, et dans ce que les informaticiens pourraient appeler le back-office, donc plutôt dans l'industrie elle-même, dans tout ce qui est en arrière et qui participe à construire les outils numériques que nous avons dans notre quotidien. Côté discussion en ligne, par exemple, les femmes et les minorités sont très nettement plus souvent victimes de cyberharcèlement. Or, un des effets directs du cyberharcèlement, c'est en fait de vous faire taire, c'est même le but de cette pratique, donc ça impacte directement leur liberté d'expression en ligne. Pour le monde technologique, pour l'industrie elle-même, les femmes et les minorités sont beaucoup moins présentes dans l'industrie, ce qui fait d'une part que toutes ces populations participent moins à la création des outils numériques que nous utilisons au quotidien, mais ce qui implique aussi, puisque cette industrie est une des industries les plus porteuses de l'époque, que ces populations ont moins accès à ces emplois qui sont pourtant très bien payés et donc qui permettraient, par exemple, dans les vies personnelles en tout cas, d'avoir de meilleurs salaires et de meilleures responsabilités. Vous connaissez probablement ces profils géniaux dont on aime beaucoup parler, que ce soit Steve Jobs, fondateur d'Apple, Elon Musk qui vient de reprendre Twitter, mais vous connaissez peut-être moins des personnes comme Ada Lovelace qui est pourtant la première programmeuse de l'histoire. Or, un ordinateur sans programme, ça ne fonctionne pas. Il se trouve que comme les femmes ont principalement travaillé pour ce type de poste, et aussi simplement comme elles sont des femmes et que nous vivons dans une société encore inégalitaire, on a pendant longtemps oublié leur participation à la création du monde numérique. Et donc, une des missions de mon livre, c'est de faire un peu mieux connaître cette histoire oubliée. Au moment où le monde numérique est devenu visiblement intéressant d'un point de vue économique et aussi synonyme de pouvoir, donc dans les années 70-80 on va dire, les femmes ont été un peu repoussées. Elles n'ont pas été directement mises à la porte, mais en tout cas on s'est mis à recruter en masse des hommes. En fait on a cherché des profils de gens que des psychologues avaient qualifiés de aimant prendre des risques, aimant l'abstraction et n'aimant pas beaucoup les gens. C'est très cliché, vous en conviendrez. Néanmoins, les dimensions d'attrait pour l'abstraction, de prise de risque et peut-être un peu moins de lien social, c'est des choses qu'on retrouve plus chez les garçons pour des raisons de socialisation. Les filles, on leur apprend plus à développer leur empathie, leur sensibilité, ce genre de choses. Et donc, si des entreprises, et c'est ce qu'elles ont fait, se mettaient à suivre exactement les propositions, les prescriptions de ce type d'études, c'était assez logique qu'elles se retrouvent à embaucher plus d'hommes, et en fait c'est ce qu'elles ont fait. Et un autre facteur, c'est aussi que comme l'informatique est devenue une industrie extrêmement importante pour la société, mais même en termes purement économiques, assez mécaniquement, on y a retrouvé plus d'hommes, puisque dans la société en général, assez mécaniquement, dès qu'il y a des dimensions de pouvoir et des forts enjeux économiques, on retrouve pour l'instant plus d'hommes que de femmes. La première, elle est assez simple, c'est la dimension de l'éducation, voire de l'auto-éducation. Donc, avec Technoféminisme, j'essaye de faire une entreprise de vulgarisation, mais c'est un peu un appel à toute personne qui est en situation de transmettre du savoir, que ce soit les scientifiques eux-mêmes, les professeurs, les journalistes, ou même dans certains cas peut-être les parents vis-à-vis des enfants, que toutes ces personnes participent à au moins permettre à leur prochain, si je puis dire, ou à leur public de comprendre les bases du numérique. Le deuxième axe, c'est inspiré des théories féministes du CARE. Je propose de remettre le lien social au centre et de vraiment réfléchir
au fait que quand on est en ligne, on y est en tant que communauté, qu'espace social. Et dans cet esprit, dans cette logique de réflexion, il y a par exemple l'idée que si tout le monde comprend si un grand nombre de personnes se mettent à réfléchir à la responsabilité commune que nous avons dans l'état des discussions qu'on tient en ligne, peut-être que ça permettra de commencer à les assainir un petit peu. Le troisième axe de réflexion, c'est questionner les logiques de pouvoir et les valeurs qu'on met en avant quand on réfléchit à l'organisation du pouvoir. Typiquement, pour l'instant, on a plutôt tendance à mettre en avant les logiques de domination, les logiques de compétition et parfois d'une certaine forme de violence. C'est très bien incarné par Mark Zuckerberg qui, à la tête de Meta, possède 58% des parts donnant des droits de vote au conseil d'administration de cette entreprise. Ce qui veut dire que virtuellement, cet homme non seulement touche quasiment la moitié de l'humanité via ses multiples plateformes, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Mais en plus, dans son entreprise, personne ne peut lui tenir tête. Est-ce que socialement, on est d'accord pour avoir des logiques aussi hiérarchiques ? Il se trouve qu'en ligne, on a déjà des modèles très différents qui sont beaucoup plus distribués et qui mettent en valeur la diversité des profils, puisque l'infrastructure d'Internet est gérée de cette manière. Elle n'est pas du tout gérée de manière centralisée. Donc, une réflexion que je propose, c'est de réfléchir à des logiques de pouvoir beaucoup plus horizontales pour de vrai, réellement horizontales, parce qu'il me semble que ça facilitera la diversification des profils, aussi bien en termes de genre, hommes, femmes, diversité sociale, etc., mais aussi en termes de diversité de compétences, parce qu'il me semble très important que les informaticiens et les data scientists ne restent pas seuls à réfléchir à nos futurs numériques, mais au contraire qu'ils ouvrent une très grande discussion avec des chercheurs en sciences humaines, des membres de la société civile, des utilisateurs qui potentiellement n'y connaissent pas grand-chose, mais qui seront en fait les premiers à impacter et potentiellement les premiers témoins des problèmes des machines. Et donc il me semble qu'avec ces réflexions autour d'une décentralisation du pouvoir, on pourrait construire des futurs numériques beaucoup plus enthousiasmants.